Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 7e talk de notre saga estivale Product Week. Donc aujourd'hui, c'est un talk qui est dédié à un hot topic, à la culture produit, la fameuse culture produit, celle qui est dans toutes les bouches en ce moment, celle qui va régler tous les maux des acteurs du numérique. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière parce que c'est toujours très difficile de la définir. Donc aujourd'hui, pour ce talk, j'ai le plaisir de recevoir Damien Delotier, qui est le CPO d'une belle maison qui est Canal+. Et Pierre, qui est l'ex-CPO maintenant depuis quelques jours, depuis quelques semaines, d'une boîte qu'on connaît tous également qui s'appelle Mano Mano. Ça va, messieurs? Très très bien. Salut Hugo, salut Damien, super. Ça va bien. Tant mieux, tant mieux. Avant de démarrer, les petits rappels habituels sur la conférence. Donc, ce talk qui s'inscrit dans une initiative qui s'appelle la Product Week. Donc, je le rappelle pour ceux qui assisteraient à leur premier talk de la semaine. Donc, c'est une semaine de webinaire dédié au product management, co-organisé par la BPI. Vous avez eu l'occasion, pour ceux qui étaient connectés, de nous voir dans leurs magnifiques locaux rebrandés pour l'occasion. Et Partiga, qui est un cabinet spécialisé en product management que j'ai la chance de diriger aujourd'hui. On a eu à peu près 1000 participants sur les premiers talks jusqu'à maintenant, donc c'est très cool. Voilà, on est content, on a l'impression que les contenus ont plu, donc c'est sympathique. On continue jusqu'à demain. Les petits rappels techniques, vous avez accès au chat, vous êtes déjà bien actifs dessus, donc ça c'est super. Vous avez accès au module questions, donc vous n'hésitez pas, vous shootez, vous avez un mécanisme d'upvote, donc ça nous permet nous de collecter les questions qui sont jugées collectivement les plus pertinentes, et ce que je ferai, c'est que j'essaierai de les poser au fil de l'eau. Voilà, comme ça on évite le côté talk à fond pendant 30 minutes et puis après pure session de questions-réponses. Donc on fait ça en cours de route. Bon, on va attaquer, messieurs, je vais vous présenter rapidement. C'est la tradition de cette Product Week. Voilà, on parle à votre place, surtout moi qui suis très bavard. Donc je commence par toi, Pierre. Ingé de formation, je vais pas refaire tout ton parcours académique, je te rassure, pas trop long. Mais dans la carrière, ce qui est hyper marrant, c'est l'alternance conseil, entrepreneuriat, conseil, entrepreneuriat. Tu as beaucoup jonglé. Tu as commencé en conseil, ensuite tu as été entrepreneur, tu as revendu, tu es retourné en conseil dans une très jolie boîte qui s'appelle Artefact, pour ceux qui la connaissent. Et puis après, tu es parti chez Mano Mano avec ce poste de CPO, sachant que quand tu es arrivé, je crois que vous étiez, il y avait qu'une seule personne au produit. C'est ça, si je dis pas de bêtises, qui était. Oui, il y avait pas grand monde au produit, avec Chloé Martineau, qui avait déjà beaucoup fait pour mettre en place une culture produit chez Mano Mano. Et puis oui, il y avait un PM, un designer, peut-être deux PM. Donc c'était tout petit. Et j'ai même failli faire du conseil chez Tiga, Hugo. C'est vrai. Mais ça, je n'osais pas le dire. Je voulais pas révéler de secret. Enfin, comme ça, c'est pas fait. À la limite, c'est pas un grand secret. Je me suis jamais remis, Pierre. Je tiens à te le dire. La vie est longue, Et quand tu quittes Mano Mano, la taille de l'équipe, juste pour qu'on se rende compte du scale. Et du coup, quand je quitte Mano Mano, il y a une quarantaine de personnes dans l'équipe produit, il y a 25 product teams, il y a 250 personnes à la tech. Ok. Donc, effectivement, un gros scale en 4 ans, c'est ça? 3 Même pas, ouais, en 3 ans, ouais. Bon, très bien. Et donc, c'était évidemment hyper intéressant que tu sois là aujourd'hui parce que chez Mano Mano en particulier, tu as construit une vraie culture produit. En tout cas, ça faisait partie de ta feuille de route. Tu en as très bien parlé dans un article que tu as publié sur Medium, dans un podcast d'Axel, qui est d'ailleurs, je vois connecté sur je l'ai vu. Ouais. Il a fait coucou. Salut Axel. Qui était très bien aussi. Et donc, c'était super que tu puisses être avec nous aujourd'hui pour continuer sur la même thématique. Damien, je suis ravi d'être avec vous. Toi, ton parcours, pour le coup, tu n'es pas ingé, tu viens plutôt d'école de co. Complètement. Et ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que tu fais du product management. Oui, exactement. Ouais, et tu l'as fait, et ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que tu l'as fait dans des contextes vraiment très différents. Tu l'as fait chez Photobox, tu l'as fait chez ING Direct, chez Molotov TV, et maintenant tu es le CPO de Canal+. Et là encore, pourquoi je t'ai demandé de participer à ce talk? Parce que on se connaît depuis quelques années et plein de fois dans ta carrière, à chaque étape où on s'est rencontrés, tu as dû un peu te battre
pour diffuser cette fameuse culture produit au sein des boîtes dans lesquelles tu as été. Ouais, exactement. C'est pour ça fait exactement plus de 10 ans que je fais du produit et même si ça fait très longtemps que le terme product management, tout ça, a toujours été en l'air, les réalités après dans les boîtes sont quand même assez différentes. Et même si certaines boîtes se prétendent ou se disent qu'on est product manager, on est méthode agile, enfin tout un tas de choses, des fois la réalité elle est vraiment différente et donc il faut pour arriver à mettre en place cette fameuse culture produit, il faut souvent se battre et faire bouger les choses. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours passionnant. Top. Bon, merci beaucoup d'être là également. Je vois des petites questions sur le chat. J'ai l'impression qu'on a des soucis techniques. Alors, je sais pas. Bon, voilà. Faites-moi un petit feedback là-dessus. Dites-moi si ça s'est rétabli. Dans les précédents autos, j'ai vu qu'en rechargeant parfois la page, miraculeusement, ça marchait bien. À l'ancienne. Il ne faut pas redémarrer l'ordi, mais tout juste. Ok, bon, écoutez, si on vous entend, très bien. On a le podcast, c'est l'essentiel. Bon, messieurs, on démarre. On va attaquer on a une très belle chemise et un très beau t-shirt avec Hugo. Damien, voilà. Il est moins dans le thème. Quoi. Damien, il est chez un gros corporate, hein. Il y en a le plus. Ouais. C'est plus que c'est. J'ai pas la veste, c'est déjà ça. On attaque avec la question la plus importante. C'est quoi cette culture produit dont on parle tout le temps? Voilà. Est-ce que vous risquez à une petite définition? Qui veut se lancer? Tu veux commencer Ouais. Vas-y. Ok, déjà c'est une bonne question parce que quand tu l'as posé Hugo, ça m'a fait réfléchir, même si j'y avais aussi un peu pensé quand j'avais écrit notamment mon article. Du coup, moi, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, une culture produit, pour moi, c'est une entreprise dans laquelle le user est supérieur au business. Alors, désolé pour les anglicismes, je vais essayer de pas trop en faire. Mais donc ça se traduit par quoi concrètement? Ça se traduit, regardez les métriques dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes sur des métriques qui sont plutôt orientées business? Par exemple, on veut améliorer le taux de conversion. Est-ce que vous êtes plutôt sur des métriques qui sont centrées utilisateurs, comme on veut augmenter le NPS? Et c'est pareil au niveau des objectifs dans votre entreprise. Est-ce qu'on va vous demander plutôt de faire baisser le churn ou d'augmenter le taux de conversion, ou est-ce qu'on va vous dire résous-moi le problème de l'accessibilité du catalogue? La bonne nouvelle, c'est que normalement, les deux, si vous résolvez les bons problèmes et vous adressez les bons besoins, ça devrait améliorer les business métriques. Et le deuxième point qui me semble très important dans une culture produit, ça se joue beaucoup autour de l'organisation. Ça, je pense que Damien, il en parlera beaucoup aussi. Mais c'est à quel point votre entreprise est organisée en équipe. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, des squads, des feature teams, des product teams. Moi, je parlerai de team. Mais donc, à quel point l'entreprise, elle est organisée en équipe transverse, cross-fonctionnelle, qui sont drivées par des missions utilisateurs, plutôt que votre entreprise est organisée en BU, la logistique, le marketing, la vente, le sourcing. Donc, pour moi, ce sont les deux éléments clés d'une culture produit. Ok. Damien, avant que tu puisses répondre, on me demande là sur le chat, on va faire un effort de pédagogie parce que c'est vrai que comme nous, on baigne là-dedans vraiment toute la journée, on emploie énormément d'acronymes. Donc voilà, pensez à bien expliciter vos acronymes que vous citez par réflexe. Bon, c'est quoi pour toi la culture produit, Damien? C'est vrai que c'est une question assez intéressante parce que pour moi, je pense que c'est avant tout une question de mindset. Enfin, du coup, d'état d'esprit, c'est vraiment ce qui va te permettre de faire ton produit. C'est-à-dire il y a beaucoup de posts sur comment on fait un bon produit, les tests utilisateurs, les trucs comme ça. Enfin, mais c'est en fait tout ça, si tu n'as pas la bonne façon d'aborder ta réflexion, et pas que l'équipe produit, mais au-delà de l'équipe produit, si tu n'as pas la bonne façon de travailler, du coup, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Enfin, tu resteras toujours dans les mêmes entre guillemets, les mêmes travers. Donc, c'est vraiment pour moi l'état d'esprit qui est utilisé par une entreprise pour faire son produit, mais plus généralement pour opérer son business. Et donc, du coup, ça repose sur, je serais tenté de dire, sur 3 grands piliers. C'est vraiment déjà la place que va avoir la tech dans l'organisation et surtout l'image qu'a la tech dans l'organisation. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, moi, je suis chez Canal+, donc on peut commencer à le mettre dans la partie grand groupe.
La tech, c'est très vu comme, enfin, c'est toujours vu comme un centre de coûts. Enfin, c'est les gens, il y a des ingénieurs qu'on essaye de leur faire un maximum de trucs, on n'en demande pas trop leur avis, on leur demande juste ça sort quand. Donc c'est vraiment arriver à remettre la tech au centre de la réflexion, de dire que les ingénieurs, c'est des gens qui ont une place importante, qui peuvent apporter beaucoup de valeur. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent apporter énormément de valeur. Donc, c'est déjà remettre la tech à la bonne place. C'est aussi la façon dont donc la place de la tech, la façon dont tu fais ta stratégie aussi. C'est pas, il y a beaucoup ça dans plein de grands groupes, c'est tu pars d'un grand principe stratégique et en fait, après, du coup, tu as tout de suite des solutions. Dire, je veux dis n'importe quoi, je dois améliorer mon churn. Et donc, du coup, j'ai besoin de ça. Et ça vient de très, très haut. C'est d'arriver à inverser ça aussi. C'est-à-dire de vraiment partir de c'est quoi enfin, là, je vais pas d'acronymes, je peux les définir après. C'est pas parler d'output, c'est de parler d'outcome. L'output, c'est du coup vraiment le résultat attendu. Mais là, il faut parler d'outcome. C'est-à-dire vraiment de changement. En tant que dans la stratégie, qu'est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux améliorer mon churn? Est-ce que j'ai besoin, je dis n'importe quoi, d'améliorer mon taux de conversion? Enfin, c'est vraiment de parler de ça et sans dire exactement comment on va le faire. C'est après le rôle de l'équipe produit de trouver les solutions. Et c'est expliqué partout ces trucs-là, mais c'est après à le vivre, c'est pas évident justement des top managers de leur demander de plus être dans la solution, de juste de définir vraiment de quoi ils ont besoin dans leur business model, enfin de s'attarder sur les résultats qu'il faut atteindre et après de laisser les gens qui savent, les opérationnels. Alors quand je dis opérationnels, c'est les gens qui ont vraiment la main dans le cambouis, donc les ingénieurs, les designers, les product managers, enfin tous les gens qui participent au produit, du coup de trouver des solutions. Et du coup, en tant que manager, après de donner de créer l'environnement qui permet de faire ça. Donc, tu vois, par exemple, chez Canal, je suis arrivé, il y avait, au niveau de la data, on était un peu léger. Il y avait plein d'outils, mais ils étaient pas super bien utilisés. On a retravaillé là-dessus pour que justement tout le monde puisse après se nourrir de la data. On a mis en place des tests utilisateurs, enfin, tout un tas de choses qui permettent du coup d'après de créer des solutions et d'arriver devant justement des top managers pour leur dire, voilà ce qu'on va faire pour répondre aux besoins que tu as exprimés. Donc, la base de la tech, la façon dont on fait de la stratégie et du coup, tu l'as dit Pierre aussi, la façon dont on est organisé. Donc, c'est vraiment d'aller péter les silos, en gros, hein, qui est pas. J'avais fait un peu, je crois que je te l'avais montré, Hugo, je sais pas, mais d'expliquer que chez Canal, enfin, au début, et c'est très vrai dans tous les grands groupes, c'est très séquentiel. Il y a un business qui dit j'ai besoin de ça. Il y a une entité expérience utilisateur qui donne un peu corps à tout ça. Et après, c'est donné à les ingénieurs qui doivent développer. L'idée, c'est de péter cette séquence, justement, et de faire un vrai truc, comme à chaque fois, on explique la définition du product management, que ces trois entités, là, le business, le design et la tech, elles travaillent vraiment ensemble et qu'au produit, en tant que product manager, on est là pour tout animer et pour faire en sorte qu'on arrive à avoir la meilleure solution. Et donc, du coup, la culture produit, pour moi, c'est ces trois éléments, la place de la tech, la façon dont tu fais de la stratégie et la façon dont tu t'organises. Et du coup, c'est pas que du produit, c'est vraiment presque une stratégie, une culture d'entreprise, en fait, plus que juste une culture qui doit être infusée dans un département en particulier. Tu parlais d'outcome et d'output juste avant, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'on sort la culture produit à toutes les sauces, c'est-à-dire que c'est un peu la recette miracle. On arrive dans une boîte qui veut faire du numérique et on dit vous n'avez pas la culture produit, ça va pas marcher. Mais est-ce qu'au fond, on est capable de faire entre guillemets sans? C'est-à-dire, est-ce qu'une boîte qui a un modèle organisationnel un peu traditionnel, qui n'aurait pas ces éléments de culture, est quand même capable de percer dans le numérique? C'est une question difficile, hein, je conscience, mais c'est quoi votre avis là-dessus? Pierre, c'est quelque chose à dire? Je pense que déjà d'une, c'est une bonne question parce que c'est bien de se poser toujours la question du pourquoi, hein, parce que c'est comme il y a 10 ans avec l'agile où on le mettait à toutes les sauces. Oui, exactement. Donc on voit beaucoup de gens qui sont très sur le comment et sur donc la méthode est jamais une finalité, c'est toujours un moyen. Donc pourquoi pour moi c'est aujourd'hui critique d'adopter cette démarche de centricité produit. Je pense qu'il y aurait des dizaines d'items, mais moi j'en ai retenu 3. La première, pour moi, on est dans un monde où la volatilité des clients est beaucoup plus importante qu'avant. On discutait avant le début du chat avec Damien. Moi, je me souviens que quand j'étais abonné Canal+, il n'y a pas si longtemps, j'étais bloqué pendant 2 ans sur mon abonnement. Donc, j'étais prisonnier. Là où aujourd'hui, tous ces systèmes-là très captifs ont plutôt disparu
et où je peux résilier du jour au lendemain. Donc, évidemment, ça crée des consommateurs dans l'assurance. Il y a eu la loi Hamon qui permet aussi de résilier son contrat d'assurance. Donc, il y a une fluidité aujourd'hui dans la base des consommateurs qui est beaucoup plus grande qu'il y a 10 ans. Et donc, un client peut beaucoup plus facilement changer de fournisseur et de produit. Donc, ça veut dire que si vous êtes en déphasage avec les besoins de vos clients, peut-être qu'avant, ça aurait pris 2-3 ans que vous en voyiez les premiers impacts et que vous perdiez la base de clients. Bah là, ça va être beaucoup plus rapide. Je pense que le deuxième enjeu, c'est le fait qu'il y ait des nouveaux standards aussi. Je pense qu'on cite très souvent en exemple Amazon, qui pour moi est peut-être la boîte la plus product-centric. Ils ont fait de la voix du client une obsession, et vraiment, vous en avez d'autres, Apple, Tesla, et toutes ces boîtes-là, bah, aujourd'hui, ce sont celles qui ont les plus grosses capitalisations boursières. Bon, il se trouve que c'est aussi des boîtes qui sont très product-centric. Alors, on pourrait dire que c'est comme on mange plus de glace en été, mais non, je pense que c'est vraiment très lié. Non seulement ça a marché chez elles, mais ça a aussi créé des nouveaux standards en termes d'attente chez les clients. Si vous n'êtes pas capable de vous aligner sur ces standards-là, vous risquez de laisser passer le prochain train. Et la dernière, pour moi, la dernière nécessité derrière cette transformation en entreprise centrée produit, c'est autour de l'agilité, parce que d'écouter en permanence vos clients, je pense que c'est ça qui aussi vous permet de vous remettre en question et de revoir assez régulièrement. Il ne faut pas non plus que ça devienne un prétexte pour changer tous les mois de stratégie, mais en tout cas de plus embarquer sur des plans stratégiques à 5 ans, très top-down comme le disait Damien, donc très poussé par la direction, et d'être beaucoup plus, de repartir beaucoup plus de la base et des opérationnels et des retours des utilisateurs. Ok. Et toi, Damien, qui a été dans... Ouais, vas-y. Plein parce que tu disais un truc assez intéressant, je trouve, quand tu prends Apple, Google, tous ces boîtes-là, qui sont du coup très product-centric, que je trouve très intéressant quand tu cites ces boîtes-là, c'est que, en fait, la culture produit chez eux, elle est complètement différente. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont la chance ont pu voir comment ça se passait même chez Netflix, chez Apple, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est des mondes complètement différents. Être product manager chez Google, ça n'a rien à voir qu'être product manager chez Apple et chez Netflix. Mais il y a toujours des trucs en commun qui sont ce que tu citais, en fait, qui est vraiment connaître son client, de savoir ce qu'il veut pas, comme ce que je disais tout à l'heure, moi, la place de l'ingénieur, où c'est des boîtes où les ingénieurs sont au centre de tout. Enfin, c'est eux qui décident de beaucoup de choses, et c'est assez impressionnant à voir justement de comment ça peut, même chez Apple en fait, de se rendre compte que on a peut-être l'image d'un Steve Jobs là, qui donnait le là entre guillemets, et qui digérait tout, mais en fait même quand il y avait Steve Jobs, les ingénieurs ils avaient une place hyper importante, et ils étaient au cœur de plein de trucs. Et je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui, quand j'ai eu la chance d'aller à la WWDC, vous avez accès aux ingénieurs en fait d'Apple quand vous allez là-bas. Et en fait, vous voyez à quel point vous pouvez leur donner des idées, et qu'en fait, ils disent « Ah ouais, c'est intéressant », et que moi, j'ai déjà vu des évols venir dans les systèmes iOS qui sont venus de discussions qu'il y a eu pendant les ateliers qu'il y a pendant la WWDC. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant de voir à quel point, justement, l'empowerment, ces choses-là, c'est des réalités, en fait, dans ces boîtes-là. Alors, évidemment, il y a un management qui est très fort, qui donne le là et tout ça, mais du coup, les gens, les opérationnels, entre guillemets, sont quand même vachement... ils ont vraiment une grande place. Enfin, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et je pense que du coup, je dis tout ça pourquoi? C'est que par rapport à ta question, Hugo, c'est pour ça que je parlais moi de mindset dans la culture produit. C'est peu importe comment ça se matérialise. C'est pas important, mais c'est surtout de mettre sur certains trucs de base en fait. C'est les gens qui font, ce soit eux qui soient capables de prendre les bonnes décisions. Que du coup on regarde les résultats et pas forcément essayer de s'attacher à des solutions avant de savoir si elles sont bonnes ou pas. Et du coup après, peu importe comment t'es organisé, du moment que ça tourne et que ça communique bien. Et il dit ça parce qu'en plus je sais pas si vous connaissez Molotov, mais du coup Molotov ça a été créé par Pierre Lescure entre autres. Et en fait j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Lescure pendant longtemps. Et il me parlait de Canal du coup. Donc c'était marrant, je savais pas que j'allais aller chez Canal après, mais en tout cas je parlais déjà de chez Canal quand j'étais chez Molotov. Et il m'avait parlé de ça, des grands moments qu'il y a eu, alors au tout début de Canal, où ça peut paraître tout bête, mais le catalogue papier, ou comment on appelle ça là, j'allais dire la grille là, quand on pouvait pas voir les programmes. La grille TV là.
Ouais, mais le quand ça programme faisait télé. là, quand on pouvait pas voir le programme, on a la chaîne, mais excusez-moi, j'ai le mot qui m'échappe. Embrouillé. Crypté, voilà, merci, excusez-moi. Tous ces trucs-là qui avaient été en fait découverts quand justement en parlant avec des clients. Donc à l'époque, on parle de ça dans les années 80, hein, donc c'était et du coup, pourquoi aussi ils ont mis, je sais pas si vous vous rappelez, sur Canal à l'époque, t'avais 6 fois le même film qui était passé, qui était diffusé. Et jamais personne n'avait fait ça, parce qu'en fait, c'était en discutant justement avec des clients qui disaient, bah ouais, mais vous mettez un film tel jour, moi je l'ai raté, j'aimerais bien pouvoir le revoir, moi je suis dispo l'après-midi, tout ça. Et donc du coup, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire le replay avant, quoi. Voilà, et en fait, c'était tout ça, c'était sans appeler ça une démarche product-centric ou quoi que ce soit, c'était ils avaient parlé à leurs clients. Okay. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait le magazine aussi. Enfin bref, du coup, c'est pas, on est donc resté très loin hein, de parler de squad et de tout ce dont on parle au quotidien dans les équipes produits, mais du coup voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est que je pense que peu importe l'orga, le machin, le digital, pas digital, c'est avant tout une question de mindset, c'est de mettre le produit, donc l'expérience du client au centre de ce qui est fait. On a perdu Pierre, mais je pense qu'il va revenir. On va gérer ça techniquement. Voilà, le retour de Pierre, les joies du direct. D'ailleurs, je me permets juste de rebondir sur ce que disait Damien. Je vais essayer de poster si ça marche parce que j'y arrivais pas. Je vous mets un lien sur le chat d'une super vidéo d'un ancien product manager de Amazon, de Apple, de Google, et maintenant il est chez Intel. Et donc c'est pour compléter ce que tu disais, Damien. Vous verrez, écoutez cette vidéo, elle est géniale. Et vous verrez la différence de culture qu'il y a entre Amazon, Apple et Google. Et pour lui, c'est clairement Amazon la meilleure boîte produit. Après, bon, chacun ses opinions. Dans tous les exemples qu'on cite en permanence en référence, il y a une spécificité. Ces boîtes sont nées sur le numérique. Leur business model, fondamentalement, il repose sur le numérique. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des boîtes que je peux appeler reconverties en quelque sorte. C'est-à-dire des boîtes qui gagnaient de l'argent avant parce que je suis le PMU, que je fais de la course hippique et que je vends des paris pas en ligne. Sauf qu'à un moment, le modèle bascule et je me retrouve à faire de 50 à 100% de mon business model sur le numérique. Et est-ce que ces boîtes-là, vous pensez qu'elles ont moyen d'adopter la culture produit ou est-ce que c'est un Everest inaccessible? Mais Canal, c'est un bon exemple de ça, parce que Canal gagne. Ouais. Historiquement, son modèle, il n'est pas sur le digital, sur le replay, sur l'appli MyCanal. Non, mais je pense que c'est pas ce qu'elles ont moyen, c'est qu'elles n'ont pas le choix en fait. Enfin, je pense que c'est pas une question de. Enfin, surtout en plus là, avec les choses qu'on a vécues ces derniers mois. Ouais, on n'a pas le choix. Et en fait, du coup, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi plein de fois, c'est que j'aime pas en fait tellement cette expression digital. C'est que justement, si on prend les boîtes, comment dire, Apple, Google, il n'y a pas un département digital. C'est le digital, c'est juste, ils ont compris que c'était juste la façon de travailler, mais il n'y a pas un département digital. Alors, je comprends pourquoi c'est venu dans les grandes boîtes. Encore une fois, ils sont nés. Ils sont nés comme ça, évidemment, mais mais du coup, faut pas. C'est ça qui est très dur, mais c'est qu'il faut pas. Je pense dans les grandes boîtes, quand on a décidé de faire un passage, chez Canal par exemple sur du full digital. Alors même s'il y a quand même encore beaucoup de ventes qui se font directement en magasin, chez Darty, enfin tout comme ça, c'est encore la réalité chez Canal+. Mais c'est que faut pas opposer ça, faut pas l'opposer parce que sinon c'est le meilleur moyen pour. En fait, je le vis des fois au quotidien. Où on est vu comme justement les petits nouveaux like MyCanal versus les anciens qui gèrent le décodeur. C'est pas bon, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, c'est un de mes trucs, c'est d'essayer de casser ça et de faire en sorte qu'on travaille tous ensemble et que oui, parce qu'on est au produit, on a une vision du digital et on ne parle même pas digital d'ailleurs, hein, justement du produit qui se matérialise dans les interfaces. Mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Il faut faire ce passage. Et ce passage, c'est ça qui est très dur, c'est qu'il change beaucoup d'habitudes. Il y a des gens et c'est pas une critique, mais qui sont pas entre guillemets habitués à évoluer dans ce milieu-là. Et c'est un milieu qui évolue très vite. C'est pas les mêmes références. Et donc du coup, ça fait des fois une culture qui a du mal à matcher. Et il faut y arriver parce qu'on n'a pas le choix. Je dis ça, voilà, chez Canal, on n'a pas le choix. On a vu d'ailleurs pendant le Covid, là, évidemment, tout s'est fait sur le digital. Enfin, sur le digital, je dis que j'aimais pas ça, mais je m'emploie. Sur MyCanal, justement, où les gens ne pouvaient plus aller en magasin, ils pouvaient plus faire tout un tas de choses. Donc, du coup, pour souscrire à Canal, il fallait télécharger une app et essayer. Et donc, du coup, ça fait des fois une culture qui est
Et donc, du coup, voilà, on voit que et au final, on voit la même chose. Enfin, c'est pas, l'idée, c'est que entre un décodeur et un, comment dire, je fais ça parce que j'ai mon téléphone qui est là, entre un smartphone et n'importe quel device, c'est la même expérience. Les gens, ils achètent pas de l'iPhone ou un décodeur, ils achètent du contenu Canal. Et donc, on s'en fout, en fait, que ce soit un décodeur, un machin. Il faut juste que l'expérience soit la bonne. Donc, C'est marrant, ça on n'a pas rejoint le choix. une question qu'on nous pose sur le chat où Sarah nous dit vous parlez énormément de culture utilisateur, finalement. Alors pourquoi on parle de culture produit? Est-ce que c'est pas un peu un non-sens dans la mesure où le produit, c'est pas la finalité? C'est un peu ce que tu viens de dire à l'instant, hein, c'est un vecteur d'un contenu, d'une proposition de valeur. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se limiter à culture utilisateur? Alors est-ce qu'il y a un delta dans notre vocabulaire? C'est un abus de langage de dire culture produit? Je pense que c'est ce genre de truc. Tu peux prendre dans si tu parles à des designers qui sont dans le design depuis des dizaines d'années, quand ils ont vu par exemple arriver le design thinking, Bien sûr. ils ont eu les poils qui se sont hérissés. Ils ont dit maintenant ça fait juste 40 ans qu'on fait ça. C'est juste que maintenant ça s'appelle design thinking. Le Lean Startup c'était pareil. En fait c'est toujours à partir du moment où on met le client au centre. Après tu as juste des gars qui sont assez bons en marketing et qui arrivent à en créer un concept et tout. Et des fois, justement, le marketing, il est un peu. Les consultants, quoi. Mais il y a des très bons qui C'est ça, évidemment. Mais non, mais c'est vrai. C'est sur la même base. Et après, c'est comment c'est packagé, comment c'est marketé. Mais après, le client-centric, il a ses limites aussi, hein, parce que dans plein de secteurs, ça fait 40 ans qu'on fait des études consommateurs, qu'on écoute le client à fond, et ça donne pas une culture produit numérique pour autant, quoi. Hein, donc, Après, du coup, par rapport à la question que tu posais, Hugo, est-ce que dans une boîte qui n'est pas produit, c'est dur de devenir produit? Bon, c'est un enjeu de changement, hein, comme dans plein de situations, donc c'est difficile. Mais je pense qu'il y a 3 gros freins majeurs. C'est d'abord le comité de direction, donc vraiment le haut de l'entreprise, parce que basculer dans une culture produit, je pense que ça demande quand même beaucoup d'abandonner une partie de ses pouvoirs et de plus prendre toutes les décisions et de laisser les équipes le prendre. Donc finalement abandonner un peu son ego, mettre de côté son ego. 2, il y a un autre point, je pense que tu as entièrement raison quand tu dis qu'il y a des boîtes qui étaient déjà très product-centric, comme par exemple L'Oréal. Un chef de produit aujourd'hui chez L'Oréal, même avant et même il y a 20 ans, il connaissait son client mieux que le client lui-même, celui qui s'occupait de la ligne Gillette. Il savait dans quelles conditions la personne se rasait, s'il y avait ses enfants dans la salle de bain. Enfin, il était dans la peau de son client, donc c'est pas nouveau. Il faut regarder aussi parfois en dehors de la tech quand on fait de la tech. Par contre, il n'y avait pas la dimension technique dont parlait Damien, et donc une difficulté pour se transformer pour une entreprise aujourd'hui qui vient pas de là, c'est de recruter les bonnes personnes, notamment les personnes IT tech, mais aussi product manager, mais aussi designer, UX, etc. Et le dernier point pour moi, c'est quand même un enjeu il faut qu'elle accepte de changer beaucoup son organisation. Damien, il disait péter les silos. Je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est un changement quantique pour une entreprise, d'arrêter de raisonner en termes de BU et de raisonner en termes d'équipe orientée par une mission utilisateur. C'est quand même un changement hyper profond. Et on a plusieurs questions là-dessus d'ailleurs. Vas-y, finis, Pierre, pardon. Dernier point, c'est juste sur utilisateur versus produit. Pour moi, la centricité utilisateur est un des sous-items de la culture produit. Moi, je rajoute juste un truc qui est du coup lié à Canal et je pense dans tous les grands groupes, c'est que la difficulté que du coup là le produit commence à devenir très important. Enfin, on en parlait avant justement de se connecter au chat là. C'est que à la base Canal, le produit c'était, si on veut dire, il n'y avait pas de culture tech, mais on vendait du contenu. C'était déjà un produit très très fort. Le Canal, c'était une marque qui voulait dire quelque chose. C'était très statutaire. Enfin, c'était presque un honneur d'avoir un abonnement au Canal. Et en fait, du coup, c'était vraiment la partie édition qui était vraiment au centre de tout. Enfin, c'était eux les créas, c'était eux qui faisaient que voilà, c'était très important ce qu'ils faisaient. Et donc, ça reste très important, ce qui est toute la partie édition, ce qui est faite. Mais du coup, il y a cette partie tech qui est arrivée, un peu comme ça, là, sans que les gens s'en rendent compte, mais qui du coup prend une part extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, sans la tech, il y a, c'est pas qu'il n'y a plus rien, mais on perd quand même beaucoup. C'est-à-dire que tu peux imaginer, le contenu reste
au centre de tout, mais si c'est mal mis en avant, si c'est mal, si c'est mal vendu, enfin si c'est mal, voilà, si c'est pas bien, si c'est pas dans un bon produit, les gens voient pas, les gens ne savent pas, ne consomment pas, et donc du coup ça sert à rien. Donc du coup c'est aussi un truc qui nécessite pas mal de changements, et je pense que j'imagine que ça doit être pareil dans plein d'autres boîtes, c'est que le produit avant n'était pas, enfin le produit digital en tout cas n'était pas, c'était un truc en plus, tu vois. D'ailleurs, MyCanal, c'est à la base, c'était une app de second écran, tu vois, c'était plus un petit machin en plus. Et là, ça devient le truc presque le plus important dans, dans la stratégie de Canal. Et donc, du coup, il faut que voilà, tout le monde soit dessus, tout le monde travaille dessus, ça change un peu qui travaille sur quoi. Et donc, il faut arriver à faire ça. Et voilà, comme je disais, j'imagine que ça doit être pareil dans plein de boîtes où, du coup, d'un coup, les petits sujets qui étaient un peu à côté deviennent en fait hyper importants. Et il faut que, du coup, ça devienne un peu la vitrine de la boîte. Et du coup, ça devient, c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde se mette à travailler dessus, tout le monde avec des intérêts divergents, avec des visions différentes. Et du coup, ouais, ça, c'est un autre truc qui est assez difficile, qui est, je pense, très lié aux grands groupes, du coup, et que n'ont pas les boîtes qui se sont créées justement sur du pur digital. C'est qu'ils n'ont pas eu à gérer ça, en fait. Et moi, c'est ce que je vois au quotidien qui est peut-être le plus difficile, c'est la place que reprend tout le monde, en fait, quand tu remets, du coup, un produit au centre. Et du coup, ça ne doit pas être la direction du product management, entre guillemets, qui doit gérer tout ça. Il faut que ce soit un truc, la direction du product management emmène tout le monde dans cette direction. Pour faire le lien avec ce que tu dis et le fait de transformer la boîte, j'imagine qu'il faut embarquer les COMEX. Bon, c'est un peu rhétorique hein, comme phrase. Qu'on soit dans un pure player comme Mano ou qu'on soit dans un, on va appeler ça corporate, mais c'est toujours vu négativement, dans une structure plus historique que Canal. Est-ce que toi, Pierre, même en arrivant chez Mano, qui est un pure player, c'est-à-dire que vous, sans tech, sans numérique, il n'y a juste pas de boîte en fait, est-ce que tu as quand même dû les convaincre, les évangéliser sur certaines choses et surtout, très concrètement, comment ça marche? Là, j'aimerais que vous me donniez des exemples de tips, vous leur avez fait lire des bouquins, vous leur avez montré des talks, vous leur avez montré des KPI, comment on fait changer des gens pour leur faire comprendre l'importance de tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent. Ouais, bah écoute, c'est vrai que si je prends l'exemple de Mano Mano où on est un pure player digital, pour autant c'était pas une boîte product centric. Alors Chloé avait déjà commencé à changer un peu les mentalités. Pourquoi? Parce que tu peux faire de la tech sans être produit et parce que Mano avait été historiquement drivé plutôt par l'acquisition. Donc là c'était vraiment tout ce qui était acheter du trafic de manière super ciblée, au bon prix, etc. Donc plutôt de la data et avait été aussi beaucoup tiré en avant par ce qu'on appelle chez Mano le sourcing. Donc c'est faire rentrer des marchands. C'est une place de marché Mano Mano. Donc plus tu as de marchands, plus tu as un gros catalogue, plus les utilisateurs trouvent ce qu'ils veulent. Donc ça avait été les deux forces qui ont tiré en avant Mano pendant, je dirais, 4 ans. Et après, quand Philippe est venu me voir, Philippe de Chanville, pour que je rejoigne Mano, il sentait qu'il fallait un nouveau réacteur dans la fusée pour continuer à assurer la croissance et il avait senti que c'était cette dimension de produit-là qui allait faire la différence dans les années qui venaient. Alors, donc ça, c'est le point de départ. Déjà, ce qui est bien, c'est que Philippe de Chanville et Christian Raison, qui était l'autre associé fondateur, les deux étaient convaincus par cette démarche. Après, bon, c'est pas parce que les gens sont convaincus que ça se fait facilement. Donc, tu demandes des tips, etc. Je pense que moi, il y a un truc que j'ai pas bien fait, c'est je me suis dit, moi, on me recrute pour faire une boîte product centric. Allons-y. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de se mettre tous d'accord sur ce que c'est qu'une boîte product centric. Surtout quand dans ton COMEX, parce que tu parlais du COMEX tout à l'heure, tu as des gens qui viennent de plein de boîtes différentes, Zalando, Amazon, Cdiscount, où la manière de faire du produit est différente. Donc, je pense qu'un bon moyen d'aligner des gens, c'est, tu parlais de faire lire des bouquins. Moi, j'ai fait lire à tout le monde Inspired, qui est un livre de Marty Kagan que je considère moi comme la Bible du product management. Je dis pas que c'est ça qu'on va faire. On l'a beaucoup cité toute la semaine. Je pense qu'on a dopé ses ventes en France sur Amazon. J'ai pas d'action malheureusement. Et donc l'idée c'est pas forcément de faire tout comme dit Marty Kagan, même s'il dit que des choses vraies. Mais en tout cas c'est d'avoir un référentiel commun et d'avoir
voilà, on sait que quand on parle de user research, les gens mettent la même chose derrière. Et après, on peut se dire jusqu'où on veut aller, pareil sur les métiers, etc. Et donc voilà, se mettre d'accord sur la vision cible et puis après embarquer tout le monde dans le changement. Et je laisse la parole à Damien, je ne veux pas monopoliser. Juste une question. Quand tu fais lire Inspired à ton COMEX, est-ce qu'ils reviennent te voir en te disant c'est limpide, évidemment qu'on doit fonctionner comme ça, ou est-ce que ils ont quand même, je sais pas, des doutes en disant oui, mais nous on n'est pas une boîte, on n'est pas Amazon, on peut pas fonctionner de la même manière. Alors tout ce que tu dis est vrai. Alors on a beaucoup de gens qui viennent d'Amazon quand même chez Mano Mano, donc. Ah bon, ouais, mais en tout cas, la réflexion que j'ai eue quand je leur ai fait lire, c'est non mais Pierre, ça n'existe pas un product manager tel qu'il le présente dans son livre. C'est un super héros et donc c'est pas possible. Donc bon voilà. En tout cas, la discussion était lancée et ça a permis de je trouve de partir d'une base commune et ensuite de dire jusqu'où on va aller sur tel point et jusqu'où on va aller sur tel autre. Je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, là, qui nous regardent, qui sont dans ces problématiques-là. De se dire, j'ai une boîte qui n'a pas une culture produit telle que la littérature ou telle que nous, on l'a définie là aujourd'hui, tous les trois. Comment je fais évoluer les choses? Donc, c'est pour ça que je vous demande un peu des tips concrets parce que donc là, je retiens en premier, aligner le vocabulaire, aligner la définition pour être sûr au moins que derrière, quand tu fais une presse pour dire on va implémenter telle chose, on va lancer de la user research et parce que ça coûte de l'argent, ça en rapporte beaucoup, mais ça, on le voit que plus tard, généralement, ça coûte de mettre en place une activité d'user research bien structurée. Au moins, ils savent de quoi tu parles. Et pas un vague terme compris de loin. Et toi, Damien, je sais que tu as aussi fait pas mal de presse d'évangélisation. Ouais, alors moi, j'adore aussi Marty Kagan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, il va sortir un nouveau livre qui s'appelle Empowered. Je ne sais pas si vous l'avez. Bon, bref. Mais en tout cas, moi, je me voyais pas, le COMEX de Canal, me voyait pas leur dire tenez, distribuez les livres et leur dire lisez ça. Je sais pas si vous connaissez Maxime Saada, c'est un personnage assez, médiatiquement, on le voit régulièrement. Je me voyais pas, d'aller lui expliquer, dire faut que tu dis ça et qu'à partir de là, on pourra discuter. Je me suis dit que c'était à moi de faire le travail et que du coup je vous parle tout à l'heure justement de connaître son client, de savoir à qui on parle de ça. Je me suis dit il fallait faire la même chose, c'est-à-dire comprendre son contexte à lui, quand j'ai à lui et aussi au COMEX, et du coup de les emmener de leur faire comprendre des choses au fur et à mesure. Donc ça a pris un peu de temps et du coup je dis ça, mais avant le premier truc c'était j'ai passé des entretiens notamment avec des membres du COMEX de Canal, dont Maxime Saada, et mon but ça a été vraiment dans cet entretien de comprendre s'ils avaient vraiment la vision client, genre la customer centricity en eux, parce que je pense pour moi ça partait de là. C'est-à-dire que si je voyais des gens en face qui étaient que des financiers purs et durs ou des gens, c'est pas une critique, mais en tout cas qui n'avaient pas du tout cette vision-là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc quand j'ai passé les entretiens, notamment avec Maxime Saada, j'ai vu que il me parlait que de clients, qui était très, il était obsédé par ça. Donc je me suis dit ça devrait, en tout cas, je pense qu'il y a un terrain pour pouvoir discuter de ça. Et après, du coup, ça a été très progressif. Donc, comme tu le disais, j'ai fait pas mal d'évangélisation. Alors, je l'ai fait progressivement. Je suis pas arrivé en mode, une grosse fraise avec, avec tous les concepts produits et tout ça. Et parce que je voulais pas rentrer dans le trop théorique. Je voulais, au fur et à mesure, expliquer ce qu'était la culture produit, du coup, le product management, d'ailleurs, au-delà de la culture produit, d'expliquer ça progressivement et surtout à chaque fois d'amener des trucs très concrets qui permettait de faire avancer entre guillemets le débat. J'ai un exemple très qui va peut-être vous paraître complètement lunaire, mais qui pour moi est assez représentatif de pourquoi j'ai fait ça aussi, parce que en fait la première semaine où je suis arrivé, c'était la semaine ou la deuxième semaine où on lançait Canal+ série. Je sais pas si vous avez, bref, c'était une nouvelle offre. Et en fait, je me suis retrouvé devant Maxime Saada et du coup il y avait je sais pas combien de personnes et en fait on m'a dit tiens, montre les maquettes. Et donc là, j'ai réalisé, attendez, je les ai jamais vus. Là, une semaine avant le lancement, tout est prêt et c'est à moi de lui présenter le produit. Et ok. Et en plus, du coup, on m'a fait une presse où tout était, c'était vraiment un PowerPoint avec des maquettes, des petits carrés avec des flèches et tout. Attendez, je comprends rien à tout ça. J'ai pris, j'imagine que vous savez de quoi je peux parler. J'ai pris une Vision, j'ai juste relié les maquettes entre elles et j'ai fait ma presse comme ça en disant voilà quoi va ressembler le produit et tout.
Alors, je suis passé pour un espèce de dingue qui avait réussi à faire un truc fou. Alors que bon, quand on sait comment marche InVision, j'ai pas fait une prouesse technique, hein. Mais c'est juste que personne n'avait présenté comme ça. Personne n'avait montré concrètement que on pouvait déjà se mettre un peu à la place du client. Alors, je sais bien que c'est pas se mettre, il faut surtout pas se mettre à la place du client, mais on pouvait déjà montrer l'expérience. On pouvait déjà discuter de façon beaucoup plus sereine, pas sur des concepts complètement fumeux, mais vraiment sur du concret et de voir que typiquement là ce parcours, vous en parlez, en fait il marche pas parce qu'il manque un truc ou parce que oui. Et je me suis dit ah ouais, donc on part de loin, mais il va falloir du coup apporter comme ça des choses très concrètes. Et du coup un des premiers trucs que j'ai fait, c'est il a fallu un peu refaire plein de choses dans MyCanal. Et donc du coup là je me suis dit alors on va faire la démarche complète, c'est-à-dire que on a mis les mains dans les chiffres, on a fait venir des clients, on a défini, on a imaginé des solutions avec eux. Après, on a fait un prototype, on a du coup refait des tests utilisateurs sur le prototype, on a itéré comme ça. J'expliquais au fur et à mesure au COMEX ce qu'on faisait. Je voyais que c'était un petit peu, il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc on va le laisser faire, mais c'était pas très concret. Et donc du coup, un jour, par contre, je suis arrivé en disant, voilà ce qu'on va faire. Et en fait, j'avais surtesté le truc, dans tous les sens. Tout le monde, j'avais embarqué toute la boîte avec moi sur ce projet. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des démos, à expliquer pourquoi on faisait ça, à les faire venir au test utilisateur. Enfin, il y a eu une grosse démarche là-dessus. On a fait aussi, c'est là où on a mis en place Amplitude dans la boîte. Donc on a pu du coup travailler aussi sur une notion d'engagement. Enfin bref, on a vraiment fait un gros package là. Et du coup, je suis arrivé devant Maxime Saada en lui disant, voilà et en fait, j'avais la réponse du coup à toutes les objections qu'il avait, puisque je l'avais surtesté dans tous les sens. Quand je dis je, toute l'équipe l'avait testé dans tous les sens. Et donc, comme ça, j'ai vu que j'avais réussi à l'embarquer dans ce truc. Donc, il savait pas que c'était du produit ou quoi que ce soit, il s'en foutait. Lui, ce qu'il voyait, c'était vraiment, OK, il y a quelqu'un en face de moi qui a un proto, qui a l'air du coup de bien marcher, puisque quand même, il a utilisé et il voyait bien que ça marchait bien, puisqu'on avait itéré dans tous les sens. Et du coup, j'avais des réponses à ces questions très pratiques en disant, tu vois, ça, on l'a fait parce que telle personne n'avait pas compris ci, n'avait pas compris ça. Ça, on fait ça ou ça parce que dans les chiffres, on a vu que quand les gens faisaient ça, ils étaient plus engagés. Et donc, ça a été un vrai travail on a marketé vraiment le produit qu'on a fait et on l'a fait à travers le très concret, en fait. On a fait que du concret. Tu m'avais dit aussi que tu avais convié une partie du COMEX aux sessions de test utilisateur, non? Alors, et que ça avait été un vrai révélateur pour eux. Il y a eu, ça avait cassé un peu leur biais, quoi. Il y a eu quelques personnes du COMEX qui sont, une seule qui est venue, mais qui en a parlé grandement, qui est venue, qui a vu les tests et qui, c'était pas une révélation, mais ça a été, j'ai vu, elle est restée longtemps, quoi. Enfin, elle a voulu, elle me disait à chaque fois. Perso, eux ne parlent plus aux clients depuis longtemps, quoi. Non, mais c'est normal en plus. Enfin, c'est normal. C'est ça qui est dur. On a les grandes boîtes. Moi, je vois. Hier, on a passé une journée. Enfin, on avait une journée de test utilisateur. J'ai annulé plein de réunions parce que je voulais absolument voir ce qui se passait parce que justement, c'est très facile d'être déconnecté du client parce que voilà, chez Canal, l'équipe produit, c'est plus de 30 personnes. Et je passe beaucoup de temps à faire des prêts, à expliquer ce qu'on va faire, pourquoi, comment. Enfin, je fais beaucoup de réunions. Et donc, du coup, prendre le temps de rencontrer des clients et tout, c'est compliqué. Et je voulais pas que ce soit que mon équipe qui le fasse. Je voulais moi aussi les voir, les clients, parce que c'est la base en fait. C'est la base. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a des tests utilisateurs, je fais en sorte d'être là. Donc j'annule les réunions et tout, mais et du coup ils viennent pas souvent, mais c'est important de les faire, au moins de les convier aux tests utilisateurs pour qu'ils voient la réalité. Et c'est vrai qu'en plus on est dans un milieu très très parisien, enfin très voilà, c'est tout le produit, enfin les meet-up et tout ça, là on se parle entre nous, on connaît plein de gens qui sont dans plein d'autres boîtes, on s'échange des trucs, mais on est dans un milieu où finalement après et c'est pas du tout une critique ce que je veux dire, mais quand tu rencontres vraiment tes clients, et là moi je parle de clients, enfin on parle de la télé là, donc on parle vraiment du truc le plus B2C que tu peux imaginer. De n'importe où dans le monde, enfin dans les quatre coins de la France, tu as des gens qui regardent la télé et tu as des gens qui ont Canal+. Donc, rencontrer des gens qui sont très loin de ce microcosme justement parisien, ils captent mal Internet chez eux, enfin tu sais des trucs comme ça et qui t'expliquent comment ils consomment la télé, c'est hyper enrichissant et il faut le voir parce que voilà, tu peux vite déconnecter de la réalité et d'autant plus quand tu es dans un truc de la télé où en fait ouais t'as juste tout le monde qui utilise et ton quotidien n'est pas du tout celui de tout le reste de la France en fait. Donc c'est
Et donc, c'est ça qui est Très hyper clair. important, c'est de garder les pieds sur terre et justement de continuer à avoir des clients. Ok, bon, si je fais le petit takeaway de ça, je retiens de Pierre que aligner le vocabulaire, aligner les concepts, soit par de la lecture, de l'évangélisation amont, du contenu, convier à des sessions de test utilisateur, ça c'est un truc qui marche bien pour leur faire réaliser ce que c'est. Et puis un troisième axe qui est ce que tu évoquais au début, c'est-à-dire oser aussi finalement, parce que ton histoire de prototype, on a le sentiment que personne n'avait osé alors leur présenter autre chose qu'un PowerPoint un peu traditionnel. Au lieu de leur montrer du concret, quoi. Il faut casser un peu la barrière et arrêter de présupposer qu'ils savent, qu'ils vont pas apprécier, alors que je pense que dans les collègues, surtout des grosses boîtes, il y a une curiosité naturelle. Il faut pas croire qu'ils sont contre. C'est juste que c'est très loin d'eux, quoi. Mais exactement. Donc il faut oser. Et moi, il y a un truc. Je suis désolé, Damien. Alors vas-y rapidement, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et on a encore quelques sujets à aborder. Un des trucs qui est super important, c'est qu'en fait, alors je sais pas si, enfin, il y a surtout dans les grandes boîtes, il y a une culture il faut avoir la réponse. C'est-à-dire que quand tu as ton manager qui te pose une question, il faut que tu aies la réponse. Moi, c'est un truc, tu vois, que justement, qui je pense, t'emmène dans des trucs assez compliqués. C'est que quand tu as un grand manager qui te pose une question sur qu'est-ce qu'il faut faire sur tel ou tel truc, il y a une espèce les gens disent, il faut que je réponde, donc je dis un truc, et une fois que je l'ai dit, il faut que je le fasse. Moi, ça, c'est un truc que j'ai été très humble là-dessus en disant, j'en sais rien, et du coup, si tu me poses une question, bon, on va aller le tester. Et du coup, quand j'arrive avec des réponses. Et ça, c'est un truc qui est assez différent aussi, comment dire, voilà, je suis pas du tout dans c'est un truc que j'essaie de faire dans mon équipe aussi, c'est on ne sait rien. Personne ne sait rien sur rien et on part avec aucun a priori et on essaie juste de faire un truc qui répond à des questions et s'il n'y a pas de gloire à avoir la réponse tout de suite. Et ça, c'est hyper important. Ça fait partie de la culture produit finalement. Ce mindset qui fait partie de la culture produit. Et je sais qu'au début, quand Maxime Saada me posait des questions et je lui disais, je sais pas, on va voir, ou que même disait, je pense que ça c'est bien, et je lui disais, je sais pas, on verra, on va tester. J'ai vu des gens qui me regardaient, genre, il va se faire tuer. Et en fait, non, il s'est pas fait tuer. Et je pense que j'ai plutôt une bonne relation maintenant avec Maxime Saada, où quand je sais pas, je lui dis. Et l'important par contre, c'est que, oui, c'est sûr que c'est mieux. Ouais. Voilà, pardon. Ok, non, pas de souci, t'inquiète pas. Très intéressant. On avance avec une question qu'on avait prévu de traiter et qui nous a été beaucoup remontée dans le chat. C'est ce fameux culture projet, culture produit. Ça, on va pas y couper. C'est peut-être un truc de consultant d'ailleurs. C'est l'argument qui fait vendre, de dire oh là, vous avez une culture projet. Vous n'êtes pas du tout dans une culture produit. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière, parce qu'on les oppose en permanence. On dit c'est l'un ou c'est l'autre. Ça veut dire que les chefs de projet, ils sont morts. C'est un métier complètement déconsidéré. C'est honteux maintenant d'être chef de projet. Donc j'aimerais un peu, voilà, Pierre, peut-être ton avis sur ce projet versus produit qu'on entend beaucoup en ce moment. Je vois pas comment tu peux faire du produit sans faire du projet à un moment. Donc, pour moi, il y a pas de souci. Hein. C'est deux choses qui sont, en fait, la différence principale entre le produit et le projet. Dans le produit, tu es dans un monde où tu as d'incertitude. C'est-à-dire que tu sais pas où tu vas. Donc, le champ des possibles est infini. Et la plus grosse difficulté du métier du product manager, c'est que il a une infinité de solutions et qu'il y a un moment donné, on lui demande d'en choisir une. Donc, c'est ça qui est difficile dans le métier d'un product manager. Dans un projet, à l'inverse, normalement, tu sais exactement où tu vas et ce que tu dois faire. Par contre, il faut le délivrer vite et bien. Donc, on est plus sur du risque que sur de l'incertitude. Mais bon, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où le product manager il a identifié, une fois qu'il a compris le besoin, les problèmes et les solutions possibles, quand il dit c'est cette solution-là qu'on va choisir, il rentre dans un mode projet. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je suis désolé pour tous ceux qui pensaient qu'ils faisaient pas du project management parce qu'ils avaient choisi du product management. Si vous faites du projet et il n'y a pas de honte. Et après, moi, le dernier truc que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je pense que même si les product managers trouvent que peut-être pour certains et pour beaucoup, c'est mal de faire du projet, la vérité, c'est qu'ils y passent tous énormément de temps, notamment sur la partie delivery du produit. Hein. Si on reprend Kagan, il y a trois parties dans le produit. Il y a la discovery, la stratégie et la delivery. Beaucoup de product managers sont à 80% sur la delivery, en train d'essayer d'améliorer leur vélocité, etc.
Donc moi, j'ai envie de vous dire, remontez de 2 crans sur le discovery parce que c'est bien de faire du delivery et de faire des trucs qui vont vite et qui sont de qualité, mais si vous faites pas les bons trucs, vous perdez votre temps. C'est la fameuse feature factory, encore un barbarisme. Ouais. On enchaîne, on délivre, mais on sait plus vraiment pourquoi on le fait, quoi. Et la satisfaction, c'est juste d'avoir délivré, mais sans pouvoir mesurer l'impact. Bon, donc ce qu'on en retient, c'est qu'il ne faut pas aussi stigmatiser, dramatiser, se perdre dans les termes en opposant systématiquement culture projet, culture produit. C'est effectivement des concepts un peu différents, mais c'est pas, voilà, le projet, c'est pas un mal, quoi. C'est juste un rapport au temps, un rapport à l'incertitude, mais c'est une composante essentielle du produit. Vas-y, Damien. Ouais, je pense que c'est vraiment un problème de terme. Enfin, en fait, et moi, tu vois, typiquement, j'ai un problème, je trouve, chez Canal+, c'est que je m'occupe de la direction du product management. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vous dis, le produit, ça embarque tout le monde. Bah, du coup, c'est ça le problème, en fait. C'est que le produit, c'est censé être le truc c'est le résultat du travail de la boîte, en gros. Et c'est dommage qu'il y ait un département qui est le terme du résultat de la boîte. Et du coup, je pense que c'est pareil entre la culture projet et la culture produit. C'est question de méthodologie, enfin de terminologie, quoi. Je pense qu'il faut vraiment distinguer. Je vois ce que ça veut dire la culture produit versus la culture projet. Mais effectivement, après, on en fait tous à un moment donné. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment une culture projet. Enfin, après, il y a des méthodologies. T'as des méthodologies projet, t'as des méthodologies produits. Mais après, effectivement, la culture produit versus la culture projet, je sais pas. Il faut débat, quoi. C'est ça. Il faut pas se perdre là-dedans, quoi. Bah non, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand tu as imaginé un truc, il faut le délivrer. Donc, si tu sais pas comment. Mais du coup, oui, par contre, après, je le vois chez. Enfin, dans ce que je comprends dans la culture projet, la culture méthodologie, il y a quand même la culture produit, il y a quand même des trucs très opposés, mais je trouve que c'est pas les bons termes. La culture projet, comme on l'entend aujourd'hui, c'est du truc du coût, qualité, délai, et on enchaîne. On essaie d'en faire le plus possible. Sur une culture produit, comme je la comprends aujourd'hui, on est plus sur de la qualité. On essaye de résoudre des problèmes des solutions, de fournir des solutions à des problèmes. C'est comme ça que, à la rigueur, je les opposerais. Mais je pense que les deux sont hyper importants et c'est dommage il faut pas choisir. Faut savoir faire du produit et du projet. Et du coup, il faudrait trouver un nouveau terme que je n'ai pas. Voilà, écoute, on va mettre ça comme to-do, inventer un nouveau terme là, pour perdre encore plus les gens. C'est parfait. Bon, il nous reste 5 minutes, encore quelques questions à vous poser. Je fais un petit tour rapidement sur les questions qui nous sont posées par les gens qui sont là. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Hein. On a couvert le projet produit, là on vient de le faire longuement, des recommandations pour implémenter dans vos boîtes. Moi, j'avais une question aussi que je ne vous ai pas forcément posée. C'est est-ce que être en startup, c'est synonyme de culture produit? Parce que ça, c'est un réflexe, je pense, très carrière, qui est un axe qu'on a abordé dans la conf tout au début. Et je pense que beaucoup de jeunes product managers, wannabe product managers, se disent j'entre dans une petite structure du numérique, donc par principe, c'est une boîte avec une super culture produit. Est-ce que ça, dans vos expériences, que vous avez tous les deux été dans des boîtes de taille différentes, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Pierre, peut-être. Écoute, je pense que c'est pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une startup que ça sera une culture produit. Hein, c'est évident. Ça va déjà beaucoup dépendre du parcours du fondateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient du commercial? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient, auquel cas ça sera probablement pas très produit? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la tech? Et ça sera peut-être plus ingé que produit. Donc ça dépend énormément de ça. Et en fait, moi je trouve qu'il y a, il y en a de plus en plus, mais il y a quand même beaucoup de startups qui sont pas du tout product centric. Et je vais vous donner 2-3 éléments concrets qui l'étayent. C'est que souvent jusqu'à 100 personnes, les startups n'ont jamais de user research dans leurs équipes. Donc c'est quand même, je veux dire, je vois pas comment on peut être product centric et pas avoir ce genre de job. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de startups qui sont très focus, encore une fois, sur le delivery, qui pensent que c'est ça faire du produit. Là où, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus faire du discovery. Je pense qu'il y a une question qui tue, que j'ai encore posée il y a 1h30 tout à l'heure, à une startup, c'est quand la dernière fois, c'est quoi les 3 dernières fois où tu as parlé à des utilisateurs et c'est quoi les 3 insights que tu en as retirés? Souvent les gens ils vous disent en fait j'ai pas trop eu le temps. Ok.
Ça répond à une question qui nous est posée aussi sur le chat sur comment tu évalues chez un candidat son fit avec la culture produit de la boîte. Mais ce qui revient un petit peu au même, c'est de demander au candidat si dans ses précédentes expériences, il avait aussi ce contact avec les utilisateurs. Enfin, j'imagine que ça peut servir. Damien, toi qui as bossé chez Molotov, qui est peut-être un exemple de start-up, pas forcément avec culture produit, enfin des discussions qu'on avait eues. Ben en fait, c'est ça. On parle de culture là, donc du coup, c'est le produit était au centre chez Molotov. Enfin, tu vois, le fondateur Jean-David Blanc, en tant que responsable du produit, j'avais plein pouvoir. Enfin, je faisais ce que je voulais. Si je décidais de faire un truc, c'était fait. Enfin, j'avais pas à négocier ou quoi que ce soit. Alors, en théorie, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'était juste pour appuyer le fait que il y avait que le produit qui comptait, le truc qu'on donnait à nos clients. Après, c'est dans la façon dont c'était implémenté, où on n'était pas forcément dans les standards de faire plein de tests, de faire plein de choses. Mais en fait, ça, c'est un truc, tu vois, je vais peut-être juste conclure là-dessus. Enfin, c'est pas la conclusion à laquelle vous attendrez peut-être, mais tu peux conclure, vas-y. Non, mais c'est que je vais dire un truc qui va aller à l'encontre de tout ce que je dis, c'est que j'ai aussi appris avec ça que toute la méthodo, c'est bien. Mais en fait, il faut aussi avoir des convictions. Et en fait, la méthodo est là éventuellement pour valider des choses. Et tu peux t'inspirer de prendre beaucoup d'infos, de plein de choses. Mais à un moment donné, si tu n'as pas une conviction, au tout début, surtout d'une startup, si tu pars pas sur quelque chose, sur un parti pris, tu feras rien en fait. Et c'est pour ça que souvent les départements produits arrivent après. Et c'est souvent difficile dans une startup aussi de prendre le premier poste de product parce qu'en fait, tu passes après justement un fondateur qui, sans savoir ou pas, était en fait le CPO, c'est celui qui drivait le produit. Et du coup, derrière, c'est hyper dur de prendre le truc parce que si le mec a pas fait son deuil, entre guillemets, de c'est pas lui maintenant qui va faire le produit, c'est quelqu'un d'autre, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, ouais, des fois, tu peux te retrouver dans les startups où le fondateur, en fait, ça reste lui qui a la main sur le produit et que tu pourras faire ce que tu veux, des tests utilisateurs, des machins. Et il aura quand même parce que c'est son bébé, c'est lui qui l'a fait naître. Et c'est grâce à ça que c'est le succès que c'est aujourd'hui. Et donc, du coup, tu vas te prendre des murs. Et c'est pas facile. Et donc, du coup, c'est pas une question de grand groupe ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux avoir des cultures produits comme tu veux, de machin. Enfin, en gros, pour moi, c'est une question de fondateur aussi, où si le fondateur il est prêt à lâcher le truc et à faire confiance à une personne qui va mettre en place justement tout l'orga qui va bien et ça peut marcher. Et du coup, je dis ça tout ça pourquoi aussi, c'est que potentiellement, je trouve ça plus facile de faire du produit dans un grand groupe que dans une startup. Parce que si justement, t'as pas ce truc de Maxime Saada, c'est pas le fondateur de Canal, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Et donc, du coup, si tu arrives entre guillemets, à te mettre bien avec lui et à faire le boulot qui va bien, moi, aujourd'hui, c'est plus facile chez Canal que chez Molotov. Pour faire avancer des features, pour faire avancer des idées. C'est pas le même rythme, c'est pas la même vélocité. Mais c'est normal, c'est beaucoup plus gros, il y a plus de gens à convaincre, il y a plus de trucs. Mais globalement, j'ai moins de galères chez Canal pour faire avancer mes sujets que chez Molotov. Je crache pas du tout sur Molotov, c'est pas du tout le but, mais c'est parce que voilà, la culture produit, le fondateur était tellement, c'est son bébé quoi, et ça l'est encore. Donc du coup, c'est beaucoup plus dur d'aller faire évoluer son produit malgré toutes les datas, malgré les. Alors si après t'obliges toi à développer tout un tas de techniques que du coup après j'utilise chez Canal et qui marchent beaucoup, mais je suis peut-être un peu perdu dans ce que je disais, mais en tout cas pour moi c'est pas une question c'est presque plus simple de faire du produit dans des grands groupes s'il y a le bon mindset que dans une startup parce que tu as ce côté il faut le fondateur c'est dur, c'est son bébé et c'est dur des fois c'est très dur de faire du produit de lâcher. Ouais. Et je pense que à la place c'est pareil, je préfère être en plus hyper honnête. Ce sera le mot de la fin. Écoute, tu auras convaincu tous ceux qui sont restés jusqu'au bout d'aller bosser dans des corporates, puisqu'on va retenir que c'est plus facile de faire du produit. Je sais pas si Pierre sera complètement d'accord, mais non, mais si t'es dans la bonne boîte, on va retenir ça. Si t'es dans la bonne boîte avec la bonne culture, c'est un peu l'objet du talk. Bon, on arrive au bout, messieurs. Merci beaucoup. J'espère que on a quand même apporté pas mal d'éléments de réponse sur ce que c'est cette fameuse culture produit, puisque c'était le titre du talk. J'espère qu'on a donné du concret
aux gens qui nous ont écoutés. Sachez en tout cas que le talk sera en replay dans les jours qui viennent. On va le publier. Qu'on garde la liste de vos questions. Donc, si jamais il y a des choses auxquelles on peut apporter des réponses a posteriori, on le fera aussi. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon appétit, puisqu'il est déjà 13h30. Pour ma part, je vous retrouve demain pour le talk de clôture sur le sujet de product et éthique, qui va être aussi un gros sujet. Et je remercie encore Damien et Pierre de s'être rendus disponibles pour cette Product Week. Merci, messieurs. Merci, Pierre. Salut, Hugo. Salut, à très bientôt. À bientôt à tous. Au revoir tout le monde.